Le sud-ouest de l'Afrique est dominé par une immense terre asséchée. Ici, des dunes de sable ondulé recouvrent le sol et délimitent la savane. L'eau de pluie s'y évapore aussi vite qu'elle est tombée. Mais par endroits, au milieu de cette étendue sableuse, la roche parvient à grimper haut dans le ciel et l'eau a étanché les plus grandes soifs. Ces différents environnements forment un kaléidoscope de paysages et de vie et offrent au Kalahari toute sa diversité. Kalahari, un mot qui signifie « lieu de grande soif », un mot approprié pour une des plus vastes étendues sauvages du sud de l'Afrique. Le Kalahari fait 25% de plus que la taille du Texas. Il se situe sur un plateau du sud-ouest de l'Afrique. Les 60 millions d'années d'érosion ont recouvert la roche-mère du désert de plus de 60 mètres de sable. Et c'est bien ce sol sableux qui caractérise cette terre aride. Des pluies imprévisibles pénètrent rapidement dans ce sol, privant la surface d'eau. C'est un lieu où les extrêmes se rencontrent. Les journées d'été sont d'une chaleur insoutenable et les nuits d'hiver glaciales. C'est un lieu réputé pour ses plantes rustiques et ses animaux. Pour survivre dans de telles conditions, ces êtres vivants ont dû s'adapter aux ressources limitées. Mais on trouve tout de même des exceptions. Des habitats qui rendent possible toute forme de vie. Des affleurements ont poussé dans ce sol sableux. Ce sont les seules zones d'ombre au milieu de cette immense étendue. Leurs grottes offrent des moments de fraîcheur à l'abri des rayons du soleil. Et là où le fleuve coule au milieu de déserts sableux, la plus grande oasis d'Afrique offre tout ce qu'il faut, aux grandes comme aux petites créatures. Fort de sa taille, le Kalahari est bel et bien une des terres d'Afrique les plus hétéroclites et sauvages. Le soleil se lève au-dessus du sud de cette région unique. Une de ses créatures les plus emblématiques commence alors sa journée. Le suricate. Après avoir passé la nuit les uns contre les autres dans leur terrier, les suricates sortent et scrutent les environs, toujours à l'affût du moindre prédateur. Et aujourd'hui, ils doivent redoubler de vigilance.
Les derniers nés, très vulnérables, quittent la tranquillité du terrier pour la première fois. Ces petits ont seulement 3 semaines. Pour avoir une vie confortable, ils doivent apprendre quelque chose d'essentiel pour s'épanouir dans cet endroit périlleux. Creuser. Les griffes tranchantes des suricates en font des experts en la matière et contribuent à leur bien-être dans cet environnement sableux. Ils se nourrissent principalement d'insectes attrapés à quelques centimètres sous la surface du sol. Les aînés et les cousins des plus petits vont les fournir en proie pour plusieurs semaines, complétant ainsi le lait maternel. Au cours des 6 prochaines semaines, ils seront sevrés, après quoi ils devront se débrouiller seuls pour se nourrir. Ils doivent apprendre à trouver eux-mêmes leur nourriture avant, s'ils veulent survivre. Mais creuser n'est pas seulement vital en termes d'alimentation. L'été, au Kalahari, lorsque le soleil est au zénith, les températures atteignent en moyenne les 38 degrés Celsius et peuvent monter jusqu'à 40. En hiver, comme c'est le cas ici, les températures nocturnes peuvent descendre jusqu'à moins 12 degrés. Les suricates vivent donc sous la terre. Le terrier des suricates se trouve à 2 mètres de profondeur, leur offrant un climat confortable malgré le froid glacial. Les suricates parviennent à s'épanouir dans le désert du Kalahari. Le sol leur offre à la fois nourriture et abri. Mais toutes les espèces ne parviennent pas à se protéger des conditions extrêmes du Kalahari. Par une froide matinée d'hiver, cette autruche est couchée au sol, tentant de maintenir sa température corporelle grâce à son épais plumage. Mais le froid n'est pas le seul problème. Les températures grimpent en même temps que le soleil. Elles peuvent atteindre les 30 degrés Celsius, même en plein hiver. Les jambes longues et nues de l'autruche la rafraîchissent durant la journée. De même que ses ailes lorsqu'elle les déploie. Les jambes de son compagnon ont une autre tâche importante. Ses tibias écarlates indiquent un taux de testostérone élevé. L'hiver s'achève. C'est le début de la saison des amours. Celui-ci fait fuir un autre mâle de son territoire et harem composé de 3 femelles. Le système d'incubation des autruches est particulier. Toutes les femelles vont déposer leurs œufs dans le même nid, mais seule la première à le faire sera accompagnée du mâle pendant cette période. Les autres femelles seront livrées à elles-mêmes. Du
Du haut de leurs 2 mètres, les autruches ont un bon point de vue pour guetter leurs plus grandes menaces. Les lions du Kalahari. Ce mâle imposant vient de monter une coalition avec un jeune associé. Ensemble, ils contrôlent un territoire de près de 2800 km². Ils peuvent également s'accoupler avec la troupe de femelles qui y vivent. Au cœur de l'été, les lions savent que leurs proies se rassemblent dans les lits de rivières asséchées. Là-bas, les plantes profitent de l'aspect hautement nutritif du sol, ce qui attire les troupeaux. Ici, les grands herbivores peinent à survivre. Les lions du Kalahari peuvent donc plus compter sur des petites proies que leurs homologues partout ailleurs. Pour le déjeuner, un lion se satisferait amplement d'un springbok. Pour attaquer, les lions privilégient l'effet de surprise. Mais dans un lieu ouvert comme un lit de rivière, il n'y a plus aucun effet de surprise. Un springbok peut atteindre les 88 km/h. C'est bien au-delà des capacités du prédateur. Joueur, le springbok délimite une ligne à ne pas franchir pour rappeler au lion qu'après avoir pris de l'avance, il sera vain pour lui de le pourchasser. Et ça, le lion le sait. En évitant cette course-poursuite, le springbok a économisé une énergie vitale. Les lions vont attendre la tombée de la nuit, où ils auront moins de chances d'être repérés. Les springboks peuvent à présent continuer leur chemin en toute sécurité. Ces lits de rivières asséchées leur servent d'autoroute pour avancer dans ce territoire sableux. Ils y trouvent de la nourriture dans les pires conditions. Entre les lits, de gigantesques dunes s'étendent à des centaines de kilomètres. Elles sont l'emblème de cette terre sauvage dominée par le sable. Mais à quelques 800 km au nord, des reliefs totalement différents s'extirpent du sol du Kalahari. Le site de Tsodilo, dans le nord du Botswana, forme une île rocheuse au milieu d'un océan de sable. Ces collines s'étendent sur 15 km et s'élèvent à près de 400 mètres du sol. Ce sont les seuls sommets aussi hauts, à plus de 250 km à la ronde. La pluie tombe plus fréquemment dans ce joyau du nord du Kalahari, et la flore en profite, au milieu de ces pistes rocheuses. Formées sous des températures et des pressions importantes sous le sol, ces roches de quartz résistent depuis des millénaires aux effets de l'érosion. Ces anciennes peintures sur roche sont la preuve que les humains ont fréquenté ces monuments depuis des centaines de milliers d'années. Ces roches offrent plus qu'un voyage dans le passé.
Elles offrent un peu d'ombre à toute forme de vie locale. On y trouve d'ailleurs une espèce qui ne vit nulle part ailleurs sur Terre. Le gecko du Tsodilo. Cet animal nocturne peut voir dans des endroits faiblement éclairés. À certains moments de la journée, ses pupilles se contractent, formant un trait fin. Pour s'agripper à la roche, les pattes du gecko sont dotées de coussinets adhésifs recouverts de poils microscopiques. Il escalade les murs de la grotte pour aller chercher les insectes dans les fissures. Grâce à sa peau mouchetée, on le confond avec la roche. Il évite donc d'attirer l'attention des prédateurs comme les oiseaux ou les petits mammifères. La forme de ses oreilles rend ses tympans très sensibles, ce qui fait de son ouïe un de ses sens les plus développés. Et même quand les prédateurs les plus silencieux le surprennent, il peut compter sur son système de défense d'urgence. Comme tous les geckos, il mue et peut perdre sa queue quand il est en danger. Une nouvelle repoussera à chaque fois. Avec l'évolution, cette espèce s'est adaptée à ces affleurements isolés. Les geckos du Tsodilo ne s'aventurent que rarement dans la savane voisine. Dans le sud aride du Kalahari, de plus grosses espèces comptent sur leur capacité à parcourir de grandes distances pour survivre. Ici, des troupeaux de bubales patrouillent dans une étendue de près de 1000 km². Leur robe réfléchissante leur permet de passer de longues heures au soleil dans leur habitat favori, les prairies. Mais ces grandes antilopes luttent pour trouver de quoi se nourrir durant les périodes les plus arides. Elles parcourent des kilomètres jour après jour à la recherche d'herbes comestibles en attendant la prochaine pluie et de nouvelles pousses. Au coucher du soleil, elles s'arrêtent et se rassemblent pour éviter d'attirer l'attention des lions. Heureusement pour les antilopes, les bêtes qui rôdent la nuit ne sont pas toutes des prédatrices. Ces renards à oreilles de chauve-souris ont passé la nuit dans leur terrier afin d'éviter la chaleur. Grâce à leur pelage épais, ils sont plus à même de chercher de quoi se nourrir la nuit lorsqu'il fait froid. Ils sont parfaitement équipés pour chasser leur proie dans l'obscurité. Leurs grandes oreilles discernent les plus petits mouvements. Même sous le sol.
Par temps de pluie, les renards vont se nourrir principalement de termites frais. Mais quand l'hiver est sec, leur nouvelle proie sont les rongeurs. Une petite souris est amplement suffisante pour rassasier un petit renard. Leur régime alimentaire flexible va leur permettre de se satisfaire de tout ce qu'ils trouvent lors de la saison des pluies. Le traquet fourmilier se nourrit uniquement d'insectes. Lorsque l'hiver est sec, c'est son aliment de base. Il vient de dénicher une colonie de fourmis moissonneuses dans leur gigantesque fourmilière souterraine. Elle offre isolation et protection contre la plupart des prédateurs. Mais les fourmis doivent se nourrir. Une armée d'ouvrières sort chercher de la nourriture sous forme de graines d'herbacées. À cette petite échelle, une seule graine peut nourrir toute la colonie. C'est une tâche fastidieuse. Mais c'est avec détermination qu'elles accomplissent leur devoir en ramenant le butin à leurs congénères dans la fourmilière. Les glaneuses risquent de se faire dévorer pour servir sur un plateau celles restées en sous-sol. Bien qu'une fourmi ne représente pas grand-chose, en grande quantité, elles peuvent repaître un traquet. Celui-ci doit constamment chercher des proies. Ces petites créatures peuvent trouver tout ce qu'elles désirent dans les zones les plus arides du Kalahari. Mais la mosaïque de paysages subvient aux besoins des animaux de toute taille. À 750 km au nord, se trouve une autre exception à la pénibilité du Kalahari. Un endroit où même les géants trouvent ce qu'ils veulent pour s'épanouir. Ce qui n'est qu'un filet d'eau à 1600 km dans les montagnes angolaises devient petit à petit le splendide fleuve Okavango. Au cœur de la saison sèche du Kalahari, l'eau de crue s'est accumulée pendant des mois et atteint le nord du Botswana. Ce fleuve pourrait remplir 4 millions de piscines olympiques. Il s'étend sur 6000 km² sous forme de ruisseaux, de marais et de lagons. Bienvenue au delta d'Okavango. Un endroit où vivent plus de 480 espèces d'oiseaux.
Sans l'eau de l'Okavango, ces oiseaux ne survivraient pas. Pas plus que tous les troupeaux de grands herbivores. Les buffles doivent boire au moins une fois par jour. Une grande partie du Kalahari n'est donc pas un endroit hospitalier pour ces brouteurs. Ils se rassemblent ici par centaines et trouvent toute l'eau dont ils ont besoin, même pendant la période de sécheresse. Mais ils ne doivent pas s'aventurer trop loin, car dans ces eaux, le danger rôde. Le crocodile du Nil peut atteindre 5 mètres de long et peser près d'1 tonne. Ces puissants carnivores arrivent des profondeurs pour surprendre les proies en train de se désaltérer. Mais la mâchoire d'un crocodile n'est pas seulement une menace pour ses proies. Un petit s'est aventuré sur le territoire d'un mâle. Il n'en faut pas plus pour provoquer un combat. Il ne reste que la moitié des dents supérieures à ce vétéran, mais c'est plus qu'assez pour maîtriser son adversaire. Il inspire profondément pour se préparer à porter le coup de grâce. Sa puissance suffirait à arracher la chair de toute carcasse mammalienne. Pourtant, l'armure d'écaille du jeune crocodile tient bon. Le duel continue. Dans l'eau, le vétéran a l'avantage. Il se prépare à nouveau. Mais cette fois-ci, le plus jeune contre-attaque. Et il parvient à s'échapper. Le mâle estropié fait des bulles en signe de provocation. Il finit par regagner la rive pour se réchauffer et reprendre des forces. Il a affirmé son autorité parmi les crocodiles. Mais ça ne fait pas de lui le roi des marais de l'Okavango pour autant. Ce titre revient à l'hippopotame. Un mâle peut peser plus de 3 tonnes. Et sa mâchoire n'a rien à envier à celle des crocodiles. Les hippopotames passent la nuit à brouter de l'herbe, en consommant jusqu'à 40 kilos. Ils passent la journée sous l'eau pour se protéger des rayons du soleil. Et avec quelques nénuphars comme en cas, ils peuvent patienter jusqu'au dîner. Les eaux de surface du delta sont un parfait habitat pour l'animal aquatique qu'est l'hippopotame. Sous l'eau, le sol sableux et plat des marais lui offre une profondeur régulière. Mais ce n'est pas un animal qui profite au mieux du delta, c'est une plante.
le papyrus. C'est une des plantes qui pousse le plus vite au monde. C'est elle qui domine le cours d'eau. Le courant régulier de l'eau extirpe de la nourriture du sol sableux. Le papyrus a la capacité de recycler la nourriture qu'il absorbe en ingurgitant les mauvaises herbes et en les transformant en de nouvelles pousses, afin que celles-ci deviennent grandes et fournies. Un véritable paradis pour le plus grand mammifère terrestre, l'éléphant d'Afrique. Un mâle mature consomme près de 300 kg de nourriture par jour. Il jouit d'une incroyable variété de plantes. Et même les tiges filandreuses du papyrus ne sont pas épargnées. Grâce à toute la verdure qu'offre l'Okavango, dans cette zone aquatique du Kalahari, les éléphants s'épanouissent tous ensemble. Et chaque mouvement de ce géant peut se transformer en festin pour les petites créatures voisines. Le héron garde-bœuf peut se saisir des insectes extraits de l'herbe et profiter du festin à plus petite échelle. Les insectes sont une source de nourriture importante pour de nombreux oiseaux du delta. C'est le cas des calaos au bec rouge et de ceux au bec jaune. Mais pour une autre espèce de calao, les insectes sont insuffisants. Le bucorfe du Sud fait la taille d'une dinde. Chaque jour, il parcourt une étendue de près de 100 km² à pied pour chercher de quoi se nourrir. Le territoire de ce groupe inclut une des grandes îles du delta. Ici, l'eau ne coule pas, mais malgré la sécheresse, ils trouvent de la nourriture. Le bucorfe peut manger de tout, des insectes, des reptiles et même des petits mammifères. Cette tortue léopard est en danger. Les bucorves l'ont prise pour cible. Mais impossible pour eux de l'extirper de sa carapace. La tortue survit à cette épreuve et les oiseaux s'en vont chasser ailleurs. Les îles du delta sont suffisamment grandes pour fournir aux bucorfes tout ce dont ils ont besoin. Pour un autre prédateur emblématique de cette région, la stratégie d'attaque est très différente. Cette jeune femelle léopard vient de quitter le confort maternel.
Les grands arbres du delta lui offrent d'excellents points de vue. D'ici, elle peut guetter ses proies. Et un autre groupe de jeunes individus ferait bien de s'en méfier. Une famille de babouins se déplace à travers les broussailles. La nature luxuriante du delta leur rend la vie plutôt confortable. Les léopards sont la plus grosse menace de la famille. Mais c'est surtout la nuit que cette femelle chasse. Les grands mâles de la famille montent la garde. Elle ne veut donc pas prendre le risque d'attaquer en plein jour. Elle va en profiter pour se reposer. Les petits babouins peuvent jouer en toute tranquillité. Dans ce paradis aquatique, toutes les créatures s'épanouissent. Mais seuls les plus robustes peuvent survivre au-delà des limites de l'oasis. Au cœur de la saison sèche, le sud du Kalahari n'offre que très peu de verdure. Et encore moins d'eau. Cette famille de babouins, qui vit à des centaines de kilomètres de l'oasis, lutte pour sa survie. Mais même ici, ils peuvent trouver de quoi se nourrir. Ces primates omnivores ont un régime alimentaire très varié. Ils mangent aussi bien de l'herbe et de l'écorce que des insectes ou des petits mammifères. La dextérité de leurs mains leur permet de se saisir de tout ce qu'ils veulent au pied d'un acacia. Les babouins font partie des rares espèces terrestres de singes. Mais ils se débrouillent très bien pour ce qui est de grimper aux arbres. L'acacia est un véritable terrain de jeu pour les plus petits. Malgré l'apparence inhospitalière de leur habitat, la famille a suffisamment d'énergie pour jouer encore et encore. Cet arbre est doté d'une racine pivotante qui atteint l'eau très en profondeur. Cela permet à de nouvelles pousses de voir le jour et offre aux babouins de la nourriture même pendant les périodes les plus rudes. Les arbres comme celui-ci sont vitaux pour bien des espèces du Kalahari. Même pour les prédateurs aviaires. Les cerfs du grand-duc de Véro ont assez de force pour soulever une proie de sa taille. Ils chassent la nuit et passent la journée à l'ombre sur une branche d'arbre. Pendant que le grand-duc se repose, d'autres rapaces sont à la chasse. Un autour des palombes du sud descend en piqué sur sa proie depuis une branche. Un inconnu vient le regarder déguster sa dernière prise.
En cette période difficile, ce gonolègue rouge et noir se satisferait bien des restes. L'autour des palombes n'est pas intimidé par ce petit gabarit. A priori, il ne lui en laissera pas une miette. Le vent se met à souffler à travers les plantes du Kalahari. Il apporte un peu de répit à cette terre asséchée. La pluie vient enfin abreuver le sol. Les plantes du Kalahari vont pousser rapidement et nourrir les espèces qui en ont le plus besoin. Au matin, le soleil se fraye un chemin à travers les nuages et offre une nouvelle lumière au Kalahari. La pluie a offert à toutes les espèces de nouvelles sources de nourriture. Et elles s'en donnent à cœur joie, profitant de toute cette abondance dans une terre si sèche. Pour la famille suricate, c'est un cadeau à un moment crucial. Chaque jour, les petits apprennent à subvenir à leurs propres besoins. La pluie est venue accompagnée de nombreux insectes. Les petits se nourrissent tout en gagnant confiance et expérience. Certains partiront bientôt pour rejoindre de nouvelles familles. Mais le groupe restera soudé, travaillant main dans la main pour donner naissance à de nouvelles générations. Dans son immensité, le Kalahari est bien plus qu'un désert stérile. Ici, la vie sous toutes ses formes bat son plein. Dans une région dominée par le sable, la roche offre un refuge vital. Un splendide fleuve coule en abondance. Cette eau offre à certaines espèces tout ce dont elles ont besoin. Ailleurs, les plus robustes doivent se contenter de ce qu'elles trouvent. Cette terre hétéroclite offre des espèces très variées. Un assemblage de vie et de paysages qui forment le kaléidoscope lumineux qu'est le Grand Kalahari.
Le cratère du Ngorongoro est aussi beau qu'il est surprenant. Il abrite une grande diversité d'habitats et une réserve d'eau à l'année. La vie y est donc toujours foisonnante, même au plus chaud de la saison sèche. Malheureusement, ce don du ciel peut vite tourner au cauchemar. Cet espace clos est le théâtre de comportements qu'on ne voit nulle part ailleurs. Voici le cratère du Ngorongoro, le paradis maudit. Il y a 40 millions d'années, le rifting a commencé. La croûte terrestre s'est amincie le long des plaines d'Afrique de l'Est. Une profonde faille s'est formée. Tandis que le continent se séparait en deux, la Terre s'est effondrée de chaque côté. Et la lave a jailli de ses entrailles. Il en a résulté une vaste dépression entourée de hauts plateaux et de volcans. C'est la vallée du Grand Rift. Il y a 2,5 millions d'années, l'un de ces volcans est entré en éruption. Le volcan du Ngorongoro faisait à peu près la même taille que le Kilimandjaro. La lave était prise au piège dans sa chambre magmatique et le volcan s'est effondré sur lui-même. Il s'est alors formé ce qu'on appelle une caldeira. Pendant des années, le paysage dévasté est resté inhabité. Puis les feux se sont éteints, les parois escarpées ont refroidi et la végétation a lentement repris ses droits grâce aux sols riches et humides. Les herbivores en quête de nourriture pénétrèrent dans l'enceinte et descendirent dans le cratère. Puis, ce fut au tour des carnivores. Puisqu'ils n'avaient aucune raison de partir, les animaux s'y sont installés, créant ainsi une oasis de vie sauvage, le cratère du Ngorongoro. Avec une superficie de 325 km², le cratère du Ngorongoro en Tanzanie est la plus grande caldeira intacte de la planète. Aujourd'hui, 25 000 grands animaux y vivent. On y trouve la plus forte concentration de carnivores au monde. Les plus vieux éléphants,
les plus grands herbivores et les oiseaux les plus charismatiques. Tous ces animaux se sont installés dans ce site grâce à sa configuration exceptionnelle. Le cratère du Ngorongoro offre un large éventail d'habitats au sein de son enceinte protégée. Des plaines, des marais d'eau douce, des lacs alcalins, des forêts et des marécages. Pendant la saison sèche tanzanienne, la savane est frêle et désolée dans le cratère. Tous les animaux doivent se déplacer dans le cratère pour trouver de l'eau. Au centre du Ngorongoro, les marécages sont alimentés en eau toute l'année. Grâce à cette source d'eau permanente, les animaux n'ont aucune raison de franchir les parois escarpées du cratère. Cela entraîne chez ces animaux des comportements qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ils sont pris au piège de leurs instincts naturels et restent dans l'enceinte de cet amphithéâtre, même si c'est à leur propre détriment. Au vu de ces conditions, doit-on parler d'un paradis ou d'une prison? Les lions sont les plus célèbres prédateurs de la savane africaine. Ce sont de redoutables chasseurs en groupe. Leur taille et leur force leur permettent d'attaquer des animaux de grande taille. Mais dans le cratère, les lions sont différents. Afin de conserver jalousement les trésors du Ngorongoro, les troupes ont chassé tous les lions migrateurs qui voulaient s'y installer. C'est pour cette raison que le cratère du Ngorongoro est un goulot d'étranglement génétique. Le patrimoine génétique est limité. Tous les lions du cratère sont les descendants d'un seul et unique petit groupe d'individus. Après des générations de croisements, ces lions sont plus fragiles. Le cratère est un espace clos. L'instinct de survie des lions se retourne contre eux. Ils ont lutté pendant des années pour conserver jalousement le butin du Ngorongoro. Ils en paient le prix. Cela a également bouleversé le système hiérarchique du monde animal. C'est le seul endroit au monde où les lions ne sont pas les rois de la savane.
Dans le cratère du Ngorongoro, les lions se nourrissent à 80% des restes des hyènes dominantes. Environ 400 hyènes tachetées vivent dans le cratère. Et ici, leur taille, leur poids et leur efficacité à la chasse sont inégalées. Les hyènes du cratère ne souffrent pas de consanguinité comme les lions. Les mâles sont chassés de leur clan de naissance par les femelles dominantes. Ils sont donc obligés de se reproduire ailleurs. Les hyènes règnent sur les plaines arides du cratère, tels les maîtres incontestés de ce monde peu orthodoxe. Même en pleine saison sèche, le cratère du Ngorongoro peut s'enorgueillir de ses nombreux habitants. Leur désir de rester est intimement lié à l'histoire de ce territoire. Lors de la formation de la vallée du Grand Rift, de nombreux paysages ont émergé. Tandis que le volcan s'effondrait sur lui-même, un large éventail de milieux et d'espèces a vu le jour. Le cratère est le résultat de ce flux tectonique. Il a ainsi hérité de certaines caractéristiques très intéressantes. Les forêts de montagne retiennent les nuages. Toute la zone est donc copieusement arrosée. Par conséquent, le climat y est unique et très différent des environs. Même pendant la saison sèche, quand ailleurs tout flétrit, les forêts du cratère prospèrent. Toute cette végétation luxuriante est due à la topographie unique de la zone. La ronde des saisons n'altère pas ce paradis forestier. Chaque année, au-delà des parois de la caldeira, des dizaines de milliers d'animaux quittent la plaine du Serengeti pour fuir la saison sèche tanzanienne. Mais dans le cratère, les animaux ne bougent pas. Ils circulent chaque jour dans le fond du cratère, à la recherche de pâturage et d'eau. Les forêts de nuages jouissent d'un taux d'humidité très élevé toute l'année. Mais en période de sécheresse, cette humidité n'atteint pas la savane au fond du cratère. La majorité des animaux qui y vivent se retrouvent confinés dans un espace restreint. Les gnous sont obligés de se nourrir dans la savane du cratère du Ngorongoro. Leurs larges museaux et leurs lèvres lâches sont parfaitement adaptés à leur alimentation rapide.
Ils se régalent de l'herbage qui résiste à leur broutage, leur piétinement et leur fumier. Ils ne peuvent brouter les pâturages des hauteurs car ceux-ci sont trop fragiles pour résister à leur comportement alimentaire tumultueux. Les gnous sont donc obligés de rester sur les bas plateaux desséchés. Quand les pluies diminuent, l'herbage aux racines superficielles ne pousse plus. La nature confinée du cratère transforme ces plaines en déserts arides et surpeuplés. Mais les gnous ont besoin de boire tous les jours. Ils doivent se limiter au pâturage à moins de 15 km de l'eau. Chaque jour, ils doivent migrer vers les marais. Ils ne sont pas les seuls prisonniers de ce cercle infernal. Le Ngorongoro abrite également 4000 zèbres de Grant. Ces deux groupes d'animaux broutent en permanence, tandis qu'ils se déplacent dans le fond du cratère pour atteindre les marais et y trouver de l'eau. Les gnous préfèrent les jeunes pousses au ras du sol et les zèbres apprécient les herbages plus hauts et plus coriaces. Les zèbres sont des brouteurs défricheurs. Ils sont les premiers à brouter un pâturage. Ils le rabattent à une taille que les autres animaux, dont les gnous, préfèrent. En se déplaçant en troupeaux mixtes plus importants, les animaux ont moins de chances d'être attaqués, puisqu'ils distraient les prédateurs. Le déplacement en grand nombre est donc avantageux, surtout dans le cratère. Pour les charognards, la saison sèche est riche en opportunités. Tout cadavre dans le cratère leur donne une chance de se nourrir. Les chacals dorés arpentent les prairies. Ils mangent tout ce qu'ils peuvent, dès qu'ils le peuvent.
Ils sont bien mieux adaptés à la vie en milieu aride que toutes les autres espèces de chacals, car ils peuvent aussi bien se nourrir de fruits et de baies que de rongeurs et de charognes. Ils se contenteront de toute nourriture qui leur demandera le moins d'efforts. C'est une question de survie dans le cratère du Ngorongoro, car ils ont un ennemi redoutable. Ici, les hyènes règnent en maître absolu. Les meutes de hyènes sont soumises à une hiérarchie stricte. Le respect du rang social est essentiel, car il garantit le succès des chasses extrêmement coordonnées. Et tout le système repose sur la force. Les femelles sont classées selon le nombre de leurs victoires au combat. Dans leur monde, la plus redoutée est celle qui domine. Leur férocité en fait de redoutables chasseurs. Les meilleures combattantes sont prioritaires sur les carcasses. Et elles sont très territoriales. Elles sillonnent les prairies, telles des monarques absolus. Leur force et leur habileté à la chasse sont inégalées. Pour les charognards, la saison sèche est synonyme d'abondance. Les aigles ravisseurs sont des célèbres pirates dans la savane. Ils n'hésitent pas à intimider quiconque approcherait d'un cadavre afin de le garder jalousement. Grâce à leurs yeux perçants et leur vitesse de vol élevée, ils repèrent rapidement la moindre victime du cratère. Le fond du cratère est plat et dégagé. Ce sont des conditions idéales pour un autre charognard à la vue perçante. Les vautours planent dans les termiques, à la recherche de charognes. La configuration de la caldeira est également idéale pour d'autres oiseaux. Ils n'ont pas tous recours au ciel pour repérer leur proie. Les messagers sagittaires prospèrent dans les prairies rabougries du cratère, grâce à leur morphologie particulière. Les messagers sagittaires préfèrent marcher sur leurs longues pattes musclées plutôt que voler. Ils peuvent parcourir jusqu'à 30 km par jour pour se nourrir. Contrairement à la plupart des rapaces, ils ne tuent pas leur proie avec leur bec, mais avec leurs pattes. Ils s'en servent comme d'un piston puissant pour frapper leur petite proie. Ce sont des prédateurs efficaces. Les plaines rabougries du Ngorongoro sont un terrain de chasse idéal.
La configuration à ciel ouvert convient également aux plus grands oiseaux du cratère. Incapables de voler, les autruches courent pour échapper aux prédateurs comme les lions ou les hyènes. Quand c'est nécessaire, elles peuvent atteindre 70 km/h lors d'un sprint. Mais quand il n'y a pas de danger, elles font autre chose. Cette danse est une parade nuptiale. Les autruches s'accouplent juste avant l'arrivée des pluies. Ainsi, les poussins éclosent dans la luxuriance de la saison humide. Ce ne sont pas les seuls oiseaux du cratère qui s'adonnent à ce genre de rituel. Les grues royales attendent impatiemment les pluies. Ces oiseaux très élégants construisent leurs nids dans les zones humides. Mais ils ont eux aussi quitté leur habitat naturel pour se nourrir. Le fond du cratère leur offre un excellent terrain de chasse. Ils sont omnivores et se nourrissent donc d'insectes, de lézards, de fleurs ou de graines. La végétation basse et rabougrie de la savane leur permet de ratisser le sol de leurs longues pattes pour débusquer leur proie. Comme tous les autres habitants du cratère, elles doivent quitter chaque jour la savane desséchée pour rejoindre les marécages luxuriants afin de trouver de l'eau. Dans ces conditions, élever un petit n'a rien de simple. Les buffles sont les plus gros animaux de leur famille. Ils ont besoin de beaucoup d'eau pour leurs impressionnantes corpulences. Eux aussi ne peuvent se nourrir que dans les prairies rabougries du fond du cratère. Les bufflons pèsent 45 kg à la naissance. Ils sont très vulnérables tant qu'ils n'ont pas atteint leur taille adulte. Ils dépendent complètement de l'expérience de leur mère pour survivre aux longues périodes de sécheresse. Chaque jour, ils doivent eux aussi quitter la savane du cratère pour rejoindre les marais. L'eau est l'élément sous-jacent à la présence continue des animaux dans le Ngorongoro. D'autres endroits pourraient accueillir la vie toute l'année, mais l'eau y est inaccessible pour la plupart. Les lacs de la vallée du Grand Rift sont le résultat de forces géologiques agressives. C'est ce qui explique les caractéristiques inhospitalières de certains d'entre eux. Avant le rifting, il n'y avait pas de lac en Afrique. Le violent bouleversement du paysage a permis à l'eau de s'y accumuler. Lorsque les lacs de la vallée du Grand Rift se sont formés, le sol était majoritairement couvert de lave et de cendres. L'eau s'est infiltrée dans le sol et a transporté des substances volcaniques jusqu'au lac. Il en résulte un milieu aquatique hostile. Le lac Natron est au pied de l'Oldouano Lengai, à une centaine de kilomètres au nord du Ngorongoro. Ses eaux sont caustiques au point de ronger des membres humains. Il ne reçoit que 400 mm d'eau par an sous forme de précipitations, dont la majorité n'est qu'illusion.
L'eau s'évapore avant même d'atteindre la surface du lac. L'eau ne vient donc pas du ciel, mais de sous la terre. Très peu d'êtres vivants peuvent survivre dans ces eaux volcaniques. Mais des micro-organismes s'y épanouissent. Il faut les grossir 1000 fois pour les voir. La Spirulina platensis se développe dans les eaux riches en carbonate, sous de hautes températures et un grand ensoleillement. C'est une source de nourriture pour l'un des plus anciens oiseaux de la planète. Le flamand a un bec spécialement adapté pour plonger de 2 cm dans les eaux corrosives et se nourrir de spiruline. L'arc épais de son bec lui permet d'aspirer de grandes quantités d'eau qui passent à travers les lamelles qui bordent ses mandibules. Il filtre ainsi sa nourriture. Ces eaux font parfois plus de 50 degrés Celsius. Le flamand a de solides pattes sans plumes. C'est aussi pour cela qu'il peut supporter l'eau corrosive du lac. Il peut donc patauger dans les bancs de vase au milieu du lac. Ceux-ci ne sont guère plus hospitaliers que les eaux qui les entourent. Les températures sont élevées et les vents violents. Il n'y a pratiquement pas de végétation. Et la plupart des mammifères sont incapables de se déplacer dans l'épaisse vase. Les bancs de vase sont également les pouponnières les plus improbables de la planète. Les flamands se servent des eaux volcaniques du lac Natron comme d'un rempart contre tous les prédateurs terrestres. Ils ont ainsi fait de cette zone infertile un site de reproduction idéal. C'est le plus grand site de reproduction de flamands au monde. Ce milieu pourtant particulier et inhospitalier leur accorde le droit exclusif de se nourrir et de se reproduire. Ce ne sont pas les seules créatures capables de résister aux eaux volcaniques. Les tilapias alcalins. Ces poissons vivent au bord des sources chaudes. L'eau y atteint 40 degrés Celsius. Ils ont évolué afin de supporter des températures et une alcalinité élevée. Ils sont endémiques des lacs alcalins de la vallée du Grand Rift. Le paysage est rude et impitoyable, mais avec le temps, certaines espèces ont su s'adapter pour survivre. Malgré ce milieu volcanique hostile et la géographie particulière, les animaux qui vivent ici ont appris à s'accommoder des conditions extrêmes. C'est le prix à payer pour profiter d'un havre de paix. Peu d'animaux étant capables de survivre dans de telles conditions,
les habitants des lacs alcalins de la vallée du Grand Rift jouissent d'un sanctuaire de cendres et de lave. Grâce au massif du Ngorongoro, le cratère est approvisionné en eau toute l'année. En dehors de la caldeira, le fond du cratère d'Empakaï est toujours rempli d'eau et luxuriant. Et ce, malgré les changements climatiques. L'eau s'écoule de ce bassin et file vers le Ngorongoro. Elle alimente ces marais toute l'année. Les animaux peuvent donc y vivre, même s'il y a peu de précipitations. Chaque jour, les habitants doivent traverser la savane du cratère pour rejoindre les sources d'eau. Tous les animaux du cratère se retrouvent donc ensemble. Malgré leur régime alimentaire différent, tous les animaux ont besoin d'eau. Au cours de la journée, ils sont répartis à divers endroits du fond du cratère. Mais quand vient l'heure de trouver de l'eau, toute la faune sauvage de la réserve se retrouve dans les marais. Le cratère du Ngorongoro abrite les derniers spécimens de rhinocéros noirs de Tanzanie. Au plus chaud de la saison sèche, ils y trouvent de l'eau. Ils sont assez discrets et se cachent en général dans les forêts. Mais comme les autres animaux, ils sortent de leur cachette pour chercher de la nourriture. Les marais sont la force de vie du cratère du Ngorongoro. C'est ce qui lie tous les habitants de la réserve. C'est uniquement grâce aux marais qu'ils peuvent supporter la saison sèche. Les marais du Ngorongoro font vivre tous les animaux, des plus jeunes aux plus anciens de la planète. C'est un havre de paix pour les vieux éléphants. Ils déambulent dans le cratère, car celui-ci leur garantit sécurité et isolement. Les défenses des éléphants poussent tout au long de leur vie. Celles d'un éléphant de 60 ans peuvent peser 120 kg. Dans le cratère du Ngorongoro, les défenses des éléphants atteignent des tailles qu'on ne voit nulle part ailleurs. Les oiseaux sauvages vivent en permanence dans les marais. Les pélicans blancs passent leur journée dans l'eau. Le matin, ils pêchent des poissons et ils passent le reste de la journée à se baigner ensemble et à lisser leurs plumes.
Leur technique de pêche n'est efficace que dans des eaux chaudes et peu profondes. D'autres oiseaux se joignent à eux pour pêcher. Le Tantale ibis est doté d'un bec parfaitement adapté pour la pêche dans les fleuves qui s'assèchent. Les poissons se retrouvent prisonniers de bassins peu profonds. Les Tantale ibis remuent la vase avec leurs pattes et transpercent les poissons de leur bec tranchant. Ils ont également une curieuse façon de se rafraîchir aux heures les plus chaudes. Tandis qu'ils lissent leurs plumes, ils laissent leur propre urine couler le long de leurs pattes pour les refroidir. L'urine se cristallise sur leurs pattes en laissant une pellicule blanchâtre qui les protège du soleil. Pour ces oiseaux, l'eau est une source constante de nourriture. Les marais du cratère abritent également un autre résident bien plus imposant. Pour les hippopotames, le confort se résume à un point d'eau leur permettant de s'immerger entièrement. Ils ont également besoin d'être près des prairies. Ce genre de bassin est donc idéal pour eux. Ces marais sont le cœur battant du parc. Ils nourrissent et protègent les habitants du cratère tout au long de l'année. Sans la garantie de cette nourriture, la vie dans le cratère ne serait pas possible. Avec ses parois de plus de 600 mètres de hauteur, la caldeira est protégée des zones environnantes de bien des façons. Elle abrite ses propres grands prédateurs, son propre climat et une variété d'habitats qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Mais ce qui ressemble à première vue à une oasis sauvage peut s'avérer être une prison naturelle. Même au plus chaud de la saison sèche, la plupart des animaux restent et ils supportent les conditions implacables. Des herbivores s'y sont installés, malgré la surpopulation des prairies rabougries et malgré les prédateurs qui rôdent dans cet amphithéâtre. Un approvisionnement en eau à l'année, de nombreux pâturages et la présence élevée de proies potentielles ont attiré tous ces animaux entre les murs du cratère il y a plusieurs milliers d'années. La plupart de leurs descendants n'en sont jamais partis. Enivrés par toutes ces promesses, l'instinct de survie de ces animaux les empêche de quitter le Ngorongoro, même si c'est à leur propre détriment.
Ici, la vie suit des règles qui lui sont propres. Fruit d'un milieu volcanique hostile, le cratère du Ngorongoro est à la fois un paradis généreux et un piège mortel. Chaque jour, ses habitants doivent le parcourir pour trouver de l'eau. Ce royaume animal est unique au monde.